Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire qui, à première vue, pourrait sembler être un simple fait divers sportif. Oui, un joueur se blesse, on lit ça toutes les semaines. Exactement, mais en creusant un peu, et surtout grâce à un article vraiment très très pointu de Sénépost, on découvre une toute autre dimension. On va parler d'Ismaïla Sarr, De sa cheville, oui. de sa cheville, mais surtout d'une seule décision, prise en quelques secondes, qui pourrait avoir des conséquences énormes. C'est ça qui est passionnant. On n'est pas juste dans le rapport médical. L'article, il nous raconte un véritable enchaînement de cause à effet. C'est presque un scénario où quelques minutes sur un terrain pourraient bien redéfinir la participation de tout un pays à la prochaine Coupe d'Afrique. C'est exactement ça. Alors, posons le décor. Le point de départ. D'accord. On est au tout début d'un match. Vraiment, le coup d'envoi vient à peine d'être donné. 3e minute, c'est ça, hein? 3e minute, exactement. Et là, Ismaïla Sarr subit ce que l'article décrit comme un tacle appuyé de Diogo Dalot. Le latéral de Manchester United. Voilà. Et le résultat est immédiat. Entorse à la cheville. Un grand classique du football, malheureusement. Oui, un grand classique. Ça fait presque partie des risques du métier, quoi. À ce niveau, les contacts sont rudes, les chevilles sont mises à rude épreuve. Bien sûr. Et si l'histoire s'arrêtait là, franchement, on en parlerait à peine. Ce serait juste un nom de plus sur la liste des blessés. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est justement ce qui ne s'est pas passé et qui rend tout ce cas si particulier. Le tacle, en fait, c'est juste le début du problème. C'est le déclencheur, le vrai cœur du sujet, le moment clé, c'est la réaction du joueur juste après. Et là, on touche à quelque chose de très humain, la psychologie de l'athlète de haut niveau. C'est-à-dire ? Quand t'es pris dans l'adrénaline, avec des dizaines de milliers de personnes qui te regardent, ton premier réflexe, c'est rarement la prudence, c'est plutôt le déni. Tu te dis, ça va passer. Voilà. Ce n'est rien, je secoue un peu la jambe et ça repart. Ton corps t'envoie un signal de douleur, mais ton mental, lui, il est conditionné pour la compétition. Il refuse de l'entendre. C'est une vraie bataille interne. Et l'article met des mots très précis sur cette bataille. Il dit que Sarr a voulu forcer. Une expression qu'on entend tout le temps. Oui, mais ici elle est lourde, très lourde de conséquences. Parce qu'il ne s'est pas contenté de tester sa cheville 2 minutes sur le bord du terrain. Ah non, pas du tout. Et c'est là que les chiffres donnés par l'article sont... ils sont effarants. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser. On a la chronologie exacte. Oui, blessure à la 3e minute. Et il ne sort du terrain qu'à la 37e minute. 34 minutes. 34 minutes. Il a joué plus d'une demi-heure sur une cheville déjà blessée, à un niveau d'intensité professionnelle. C'est une éternité. Chaque appui, chaque course. Chaque changement de direction. Pendant presque une mi-temps, il a potentiellement aggravé la lésion initiale. C'est fou. C'est complètement fou. Et l'auteur de l'article laisse d'ailleurs aucune place à l'interprétation. Non, il est très direct. Il écrit noir sur blanc que le fait de continuer à jouer a considérablement aggravé sa blessure. On n'est plus dans l'hypothèse, c'est présenté comme un fait. On passe d'un accident de jeu à une erreur de gestion. Et c'est ça qui transforme cette histoire en un véritable cas d'école. L'article, en fait, il nous présente une sorte de scénario à 2 voies. Un peu comme le film Sliding Doors, les 2 réalités parallèles. C'est exactement ça. J'aime beaucoup l'image. D'un côté, on a ce qui aurait pu se passer. Et de l'autre, ce qui s'est réellement passé avec toutes les conséquences. Alors, explorons cette première voie, la voie de la sagesse, si on peut dire. Si Ismaïla Sarr avait écouté son corps, ou peut-être le staff, et qu'il était sorti directement à la 3e minute, de quoi parlerait-on aujourd'hui ? On parlerait d'une histoire complètement différente. Vraiment. D'après le journaliste de Sénépost, qui a l'air d'avoir de bonnes infos, le diagnostic aurait été, et je cite, « une entorse bénigne ». Bénigne, c'est presque rassurant comme mot. En médecine sportive, oui. Ça veut dire que les ligaments ont été étirés, mais qu'il n'y a pas de rupture, pas de dommage structurel majeur. C'est douloureux, bien sûr, mais c'est gérable. Et en termes de calendrier, ça aurait représenté quoi une entorse bénigne ? L'article est très précis là-dessus aussi. Il avance que le joueur aurait pu être apte à la fin du mois. D'accord, donc on parle de 3, peut-être 4 semaines d'absence, grand maximum. Voilà. C'est un coup dur, bien sûr, personne n'aime être blessé. Mais ça reste dans la catégorie des aléas normaux d'une saison. Tu manques quelques matchs et tu reviens. La saison n'est pas compromise. Et surtout, les grands objectifs internationaux restent intacts. Exactement. Bon, ça c'est le monde des si. Revenons maintenant à la dure réalité. La porte qui a été franchie, parce qu'il a joué ses 34 minutes de trop, le diagnostic,
n'est plus du tout le même. Ah non, on change complètement de catégorie, le mot bénigne disparaît du vocabulaire. On bascule vers quelque chose de beaucoup plus inquiétant. L'article parle maintenant d'une entorse moyenne. C'est ça. Et le mot moyenne, il est presque trompeur, parce que ses implications, elles, sont loin d'être moyennes. Elles sont énormes. Une entorse moyenne, ça signifie que les ligaments ne sont plus juste étirés. Précisément, ça suggère une déchirure partielle d'un ou de plusieurs ligaments. La structure même de la cheville est atteinte. La stabilité est compromise. Ce n'est plus juste une question de gérer la douleur, c'est une question de laisser le corps réparer une vraie lésion. Et le temps de cicatrisation? Forcément, il n'a plus rien à voir. Du coup, la durée d'indisponibilité, elle explose. Elle explose, oui. Pour ce scénario, qui est donc le plus probable maintenant, la source avance une durée minimale, elle précise qu'il devrait être hors des terrains pendant au moins 6 semaines. 6 semaines! On est passé de fin du mois à 1 mois et demi d'absence, au minimum, On a doublé la peine d'un coup. à cause d'une petite demi-heure de jeu. C'est vertigineux quand on y pense. Et c'est là que le contexte, le timing, devient absolument crucial. 6 semaines d'absence en septembre, ce n'est pas la même chose qu'en fin d'année. Et là, le moment est terrible. C'est le pire moment possible, vraiment. Parce que 6 semaines d'absence, ça ne veut pas dire que tu reviens et tu joues au bout de 6 semaines. Ah non? Ça veut dire pas de compétition, mais aussi pas d'entraînement collectif. Tu perds le rythme, le cardio, les automatismes avec tes coéquipiers. Il y a toute la phase de réathlétisation derrière. Tout à fait. Donc ces 6 semaines peuvent très facilement se transformer en 8 ou 9 semaines avant de te revoir à 100% de tes capacités sur un terrain. Et ces semaines, elles nous amènent dangereusement près de l'échéance majeure de la saison pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Et voilà, on y est. Le véritable enjeu, il est là. Ce n'est plus seulement une affaire pour son club, ça devient presque une affaire d'État, sportivement parlant. Bien sûr. La CAN, c'est un tournoi qui est court, qui est intense. Il ne pardonne aucun manque de forme. Tu ne peux pas arriver à 70% et espérer performer. Impossible. Et cette course contre la montre, c'est le pire cauchemar pour un joueur, mais aussi pour son sélectionneur. Le journaliste de Sénépost, d'ailleurs, ne prend pas de gants pour décrire la situation. Non, il est très clair. Il écrit que la participation de Sarr à la CAN est, je cite, sérieusement compromise. On n'est plus dans le peut-être, on est dans le probablement pas. Et il enfonce le clou avec sa phrase finale, une phrase qui a dû faire l'effet d'une bombe au Sénégal. Pour le dire plus directement, il écrit en substance. Franchement, ça ne surprendrait personne de le voir rater la CAN. C'est terrible. C'est une sentence. On est parti d'un tacle, un fait de jeu presque banal, pour arriver à la conclusion qu'un des meilleurs attaquants du Sénégal risque de regarder la plus grande compétition du continent depuis son canapé. C'est l'effet papillon dans toute sa splendeur. Une seule décision, prise à chaud, probablement par instinct de guerrier, Oui, de compétiteur. et ça déclenche une réaction en chaîne avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les espoirs de toute une nation. Et c'est qu'en fait, cet article est bien plus qu'un simple compte-rendu médical. C'est une étude de cas, sur la prise de risque, sur la psychologie en milieu extrême. Il nous montre cette ligne de crête, cette frontière incroyablement fine sur laquelle marchent les sportifs. D'un côté, la détermination, le courage, Exactement. Cette volonté de ne jamais abandonner qui fait les champions. Et de l'autre, le risque de franchir la ligne, de transformer cette force en une faiblesse qui met en péril les objectifs de toute une carrière. on voit très bien comment ces 34 minutes ne sont pas juste 34 minutes de plus sur un terrain. Ce sont les minutes qui ont fait basculer un diagnostic de gérable à très problématique. Et une saison de prometteuse à sérieusement compromise. C'est une illustration parfaite que dans le sport, le temps est une notion très relative. Absolument. Parfois, les moments les plus importants ne sont pas ceux où tu marques un but. Ce sont ceux où tu décides de t'arrêter. Ou de ne pas t'arrêter. Le chronomètre du match continue de tourner, mais en parallèle, il y a un autre chrono. Un chrono médical, où chaque seconde qui passe peut coûter des semaines. C'est vrai. Et en relisant l'article et en t'écoutant, il y a une question qui me vient, une sorte d'angle mort dans cette histoire. Ah oui? Toute l'analyse, et c'est tout à fait logique, se concentre sur la décision d'Ismaïla Sarr, sur son choix de forcer. Il est présenté comme l'acteur principal de ce drame. Ce qui est normal. C'est lui qui ressent la douleur, c'est son corps, c'est sa carrière. C'est le premier décideur. Bien sûr, bien sûr. Mais ça soulève une autre question qui n'est pas du tout abordée par la source. Mhm. Pendant ces 34 très longues minutes, il n'était pas seul sur une île déserte, il y a tout un encadrement sur le banc de touche. Un entraîneur, des adjoints, un staff médical. Un kiné, un médecin,
des gens dont le métier est aussi justement de protéger les joueurs d'eux-mêmes parfois. Tu veux dire, où étaient-ils pendant que la situation s'aggravait? Exactement. Quelle est leur part de responsabilité dans cette histoire? Est-ce que le joueur a masqué sa douleur avec un talent d'acteur incroyable? Est-ce qu'on lui a juste demandé de loin ça va et qu'il a fait un signe de la tête par fierté? Ou est-ce qu'il y a eu une faille dans la communication, ou peut-être dans l'évaluation de la gravité depuis le banc? Voilà, on ne le saura probablement jamais, mais la question mérite vraiment d'être posée. Ces 34 minutes critiques ne sont pas seulement le reflet de la décision d'un seul homme, mais peut-être aussi de l'inaction ou de l'impuissance de tout un collectif autour de lui.